obtenir la parole longtemps, je vais la donner à mon ami Gérard Banquet, qui va nous parler un peu du débroussaillement, et ensuite il cédera la parole à monsieur Bouzon. Je me souviens jamais de son nom. À la vieillesse. Vous savez, ça fait peur. Bon, allez Gérard, vas-y, donne-y un bon coup. Bonsoir mesdames et messieurs, merci d'être présents. Alors, avant d'aborder la réunion d'information sur les travaux en cours pour la révision du plan de notre commune, nous profitons de cette réunion publique pour vous communiquer des informations sur les obligations légales de débroussaillement. Monsieur le préfet du Gard a rappelé au maire dans un courrier du 26 janvier 2018 les obligations légales et réglementaires en matière de débroussaillement. Il est précisé dans ce courrier que la réalisation de ce débroussaillement réglementaire obligatoire est hétérogène et notablement insuffisante. Le préfet a rappelé les obligations de contrôle auxquelles sont soumis les maires en la matière et qu'en cas d'inaction de leur part, leur responsabilité pourrait être engagée en cas de sinistre. Nous avons inscrit à la demande de monsieur le préfet ces obligations légales de débroussaillement à l'ordre du jour du conseil municipal du mercredi 28 mars 2018. Le compte rendu de ce conseil municipal a été affiché en mairie et sur l'ensemble des panneaux d'information de notre commune. Donc je pense que les gens ont pu le voir. Nous avons mis en avant sur le site web de la commune un accès rapide à une vidéo et à différents documents explicatifs sur ce sujet. De plus, l'ensemble du dossier papier est consultable au secrétariat de la mairie. Alors, un courrier co-signé par monsieur le préfet et monsieur le maire sera distribué dans les jours prochains dans vos boîtes aux lettres. Un état des lieux sera réalisé dans les prochains jours par les membres de la commission de travaux et d'urbanisme dans les hameaux de notre commune pour prodiguer éventuellement des conseils aux résidents. Ces travaux de débroussaillement réglementaires obligatoires sont à la charge des propriétaires des parcelles concernées. En résumé, un débroussaillage, entre parenthèses, enlèvement de toute ronce, herbe haute, rejet de végétaux, est obligatoire autour de chaque maison sur une distance de 50 mètres à compter des murs de construction. Alors, même si l'on empiète sur la propriété voisine. Alors là, pour aller chez votre voisin débroussailler, il y a une procédure à respecter qui est expliquée dans les documents qui sont en mairie. Et voilà. Il est rappelé à tous que le brûlage des résidus de débroussaillement est interdit toute l'année et que toute infraction constatée est passible d'une amende de 450 €. Et ça, c'est déjà sur le site de la commune. Soyez-en conscients, hein, c'est pas nous qui allons passer vous verbaliser, mais si les services de l'État passent, c'est une amende à 450 € si on brûle des végétaux. Et c'est valable du 1er janvier au 31 décembre. C'était toléré avant, mais maintenant le règlement sanitaire départemental interdit le brûlage des végétaux, donc il faut obligatoirement les amener à décharge. Voilà, pour le détail du débroussaillement, il conviendra de consulter l'ensemble du dossier disponible en mairie ou sur le site web de la commune. Si les travaux ne sont pas réalisés, le débroussaillement, l'amende de base encourue est de 135 € et de 30 € par mètre carré en cas de récidive. Bon, des élus et les services techniques seront à même de répondre aux interrogations sur ces obligations. Hein, c'est-à-dire qu'il y a quelques élus qui vont pouvoir renseigner les gens et nos services techniques, évidemment, qui passent chez vous, qui pourront vous donner des renseignements. Mais soyez attentifs, c'est vrai que le préfet nous a sommé d'informer la population, c'est pour ça qu'on le fait en réunion publique, qu'on a fait sur le site. Donc c'est quelque chose qui va être suivi de plus en plus à cause des incendies que l'on voit tous les ans. Voilà. Je tenais. C'était une obligation pour nous de vous le signaler aujourd'hui. Et maintenant je vais passer la parole à M. Faison pour ce qui vous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire la révision du budget. Bonsoir, donc je vais vous présenter les premiers éléments de l'étude relative au PLU, sachant que cette soirée, on ne va pas parler des secteurs potentiellement constructibles. C'est vraiment l'objectif de présenter ce qu'est un PLU à l'heure actuelle, les éléments de diagnostic. Donc le diagnostic, c'est le document que l'on a été amené à établir pour faire l'état des lieux de la commune dans tous les domaines possibles, environnement, risque, patrimoine bâti, etc. Et on va vous présenter la synthèse aussi d'un document majeur pour le PLU, c'est le projet d'aménagement et de développement durable,
qu'on nomme le PADD, et qui est le document stratégique pour la commune dans les 10 à 15 ans à venir. Donc on va fixer notamment les objectifs démographiques, mais aussi le type de développement économique que l'on veut pour la commune de Mons dans les prochaines années, etc. etc. Donc un petit point sur la procédure en premier lieu. Vous avez un PLU qui a considérablement évolué depuis la loi SRU qu'il a mis en œuvre en 2000. Vous avez eu un levé du législateur vers plus de recherche d'économie de l'espace et de préservation des ressources naturelles et agricoles. Donc on a deux lois majeures qui sont intervenues, le Grenelle 2 et la loi Allure qui donc a permis de mettre en œuvre des principes d'économie d'espace un peu plus accrus pour densifier l'habitat et préserver au maximum les terres agricoles et naturelles. Vous avez sur le PLU une logique générale de projet, donc c'est pas simplement la simple constructibilité des terrains que l'on va prendre en compte, mais c'est également tout le secteur et tout l'aspect développement local. Et on a un document qui s'articule avec de nombreux documents qui n'existaient pas lorsque le premier PLU a été mis en place, notamment le schéma de cohérence territoriale du Pays des Cévennes, le SCOP, qui lui va fixer des objectifs démographiques. Et parmi les documents également qui n'existaient pas, le schéma régional de cohérence écologique. Donc le PLU vient s'insérer dans tout ce dispositif pour appliquer localement les principes définis à l'amont. Alors sur le plan des pièces qui composent le PLU, pour vous situer un petit peu, on en est au stade du diagnostic donc, qui a permis d'élaborer le projet d'aménagement et de développement durable. Le terme de diagnostic n'apparaît pas ici, puisque c'est la première pièce, si vous voulez, du rapport de présentation. Le rapport de présentation, il sera définitivement mis en place une fois que l'on aura apporté toutes les justifications du projet, donc en phase terminale du PLU. Le plus sera arrêté, donc j'y reviendrai. Vous avez ensuite la prochaine étape qui va démarrer courant mai, les orientations d'aménagement et de programmation. Donc, ce sont des schémas de principe qui sont destinés à organiser l'espace. C'est pour éviter que les constructions viennent se greffer au coup par coup, comme on l'a connu pendant de nombreuses décennies. Donc là, on a des principes généraux d'organisation. Et vous aurez au moins deux orientations d'aménagement et de programmation sur le PLU de Mons, puisque c'est un minimum auquel les personnes publiques associées dans le Gard sont attachées. Donc deux orientations d'aménagement et de programmation minimum. On ne les a pas encore déterminées, mais voilà, c'est vraiment la prochaine étape, qui va nous amener ensuite à rédiger le règlement qui va considérablement évoluer, puisqu'on a une réforme au niveau de la structuration du règlement, et les documents graphiques, donc le zonage du PLU. Donc zonage du PLU et règlement qui feront l'objet d'une autre réunion, où on présentera également les OAP. Et vous avez ensuite le dernier document fondateur, ce sont les annexes informatives. Donc c'est pour dire en gros que le PLU est cohérent, enfin plutôt la population attendue dans le cas du PLU est cohérente par rapport au réseau d'assainissement, d'eau potable, au réseau viaire, etc. Donc on doit justifier techniquement la viabilité du projet. Voilà, donc le PLU aussi, on a une procédure qui est très normée, qui fait appel obligatoirement à des personnes publiques associées. On va retrouver la DDTM, donc, qui est le nouveau nom de la LDE. On va retrouver le conseil départemental, les chambres consulaires, donc conseil, chambre d'agriculture, chambre des métiers, etc. On a donc une procédure qui a des passages obligés avec certaines délibérations obligatoires, des principes à respecter pendant tout le long du déroulé du PLU. Donc vous avez des phases d'études et des phases formelles au niveau de la procédure qui amènent à consulter les personnes publiques associées.
En termes de procédure, donc on aura à la suite du déroulé du PLU, le PLU va être arrêté, c'est-à-dire il va être voté une première fois en conseil municipal. On va être amené à le diffuser au service de l'État et de l'ensemble des personnes publiques associées pour une durée de 3 mois. C'est un délai compressible, hein, c'est 3 mois quoi qu'il arrive. Et ensuite, vous avez l'enquête publique qui va durer 1 mois avec le compte rendu du commissaire enquêteur 1 mois aussi. Donc il faut compter, ne serait-ce qu'en phase administrative, 6 mois rien que de procédure, en plus des phases d'études et des réunions intermédiaires avec les personnes publiques associées. Vous avez aussi dans le cadre de cette procédure une concertation qui est mise en place, donc, qui va consister à échanger avec la population de Mons et la municipalité sur l'ensemble du projet, sur sa pertinence, mais aussi d'échanger avec les personnes publiques associées, donc, dont je vous ai décrit tout à l'heure le rôle et les principales. Et donc on a des échanges qui se mettent en place tout le long du déroulé du PLU et des études. Voilà, donc notamment des réunions de travail, des divers entretiens. Et on en reparlera, mais la place de l'agriculture est de plus en plus prégnante dans l'élaboration des PLU. Alors au niveau des enjeux issus du diagnostic et de l'état initial de l'environnement, donc le diagnostic, c'est vraiment l'état des lieux stricto sensu de la commune, et l'état initial de l'environnement, c'est une partie du diagnostic qui est spécifique à l'aspect environnemental, donc faune, flore, principe d'économie de la ressource en eau, nouvelles énergies, etc., etc. Donc des thématiques qui étaient aussi assez peu présentes pour les 2 dernières dans le cadre de l'ancien PLU. Alors la commune, on doit d'abord la prendre en compte au niveau géographique, donc une représentation du territoire communal qui est couverte par le SCOT du Pays des Cévennes dont je vous parlais, une commune rurale qui fait 16 km² et donc qui s'insère dans les dynamiques locales du Pays des Cévennes. On a un document qui est fondateur aussi, qui vient se rapprocher au SCOT, c'est le PLH, le programme local de l'habitat, donc qui prévoit la production de 16 logements par an, donc il faut s'inscrire dans cette dynamique-là. Et donc on a prévu, il a été prévu 96 logements pendant la durée de ce PLH. Donc l'idée c'est de vraiment prendre en compte d'une part la dynamique locale et ensuite les divers documents qui rentrent en ligne dans le cadre du PLU. Au niveau démographique, on a une population qui de 1568 habitants au recensement de 2013 et les derniers chiffres, donc c'est les données INSEE de 2015, parlent de 1655 habitants. On a dans cette composante de la population un solde naturel peu élevé, donc assez peu de naissances, mais par contre compensé par le solde migratoire, donc l'arrivée de nouveaux habitants. On a également une diminution de la taille des ménages et ça traduit quand même un certain vieillissement de la population. Alors c'est une donnée intégrée, c'est pas du tout péjoratif ni négatif. Mais l'idée, c'est d'avoir des strates de population plus équilibrées et de favoriser l'attractivité du territoire vis-à-vis des jeunes ménages et de leurs enfants. On a également appréhendé le phénomène du desserrement des ménages. Alors en fait, le desserrement des ménages, c'est les enfants qui quittent le foyer familial et qui viennent s'installer sur la commune. Donc cela engendre de nouvelles demandes en termes de logement et souvent des logements évidemment plus petits, plus accessibles à cette tranche de population. Et donc je vous parlais du SCOT tout à l'heure. Le SCOT en fait il fixe des objectifs démographiques que la commune doit respecter. Donc en respectant ces objectifs démographiques,
On aurait une population estimée en 2030, à l'arrivée de l'échéance du PLU, grosso modo. On aurait à peu près 2100 habitants qui devraient être accueillis sur la commune. Donc le SCOT, c'est un document cadre, j'en ai parlé tout à l'heure en préambule, il fixe des objectifs dans lesquels le PLU doit s'insérer. Dans les objectifs démographiques, le PLU peut aller en deçà des 1,6% de croissance, mais il ne peut pas aller au-dessus de ce taux de 1,6. Donc il y a un principe de compatibilité vraiment respecté qui contraint beaucoup plus les documents d'urbanisme qu'auparavant. Sinon, au niveau des données socio-économiques, on a un niveau d'équipement et de services publics satisfaisant, un certain nombre d'artisans implantés sur la commune, 3 commerces, l'importance également des professionnels de santé et des exploitations agricoles, donc on va y revenir longuement, c'est vraiment une donnée phare donc, qui est promue par le législateur, mais compte tenu des composantes agricoles de la commune, on va être très surveillé à ce niveau-là. Donc le principal enjeu sur cette thématique, c'est vraiment de permettre le maintien et le développement des entreprises, des services et des équipements, et évidemment que cela suive les courbes démographiques et l'accroissement de la population. Au niveau du parc de logement, on a un parc de logement de 756 logements, avec une place prépondérante pour les résidences principales, un taux de 86,4%. Et quand même un taux de vacances en hausse, donc une donnée quand même qui amène une certaine réflexion dans le sens où, dans le cadre des objectifs de réduction de la consommation d'espace au détriment des espaces naturels et agricoles, on est tenu d'agir sur la vacance des logements avant de chercher à mettre en œuvre de nouvelles constructions. Également une donnée intéressante, c'est une moyenne de 15 nouvelles constructions à usage d'habitation par an depuis 2005, donc la commune est assez dynamique quand même. Dans notre secteur des Cévennes, on est très largement en deçà. Et donc l'enjeu, c'est d'adapter le parc de logement aux évolutions démographiques et de diversifier l'offre en type et en taille. Donc je vous disais par exemple, les jeunes qui s'installent sur la commune ont besoin d'un plus petit logement. Sur l'agriculture, on a quand même toujours 15 exploitations agricoles en 2010, mais une diminution du nombre d'exploitations, donc c'est une tendance générale au regroupement d'exploitations aussi. Un bon potentiel agronomique des sols et des espaces agricoles encore bien présents puisqu'ils occupent 27% du territoire de la commune. Donc l'idée principale, c'est vraiment de préserver ces espaces agricoles, mais pas simplement les terres agricoles, mais également les outils de production des exploitants et les possibilités d'installation et d'exploitation. Donc vous avez le potentiel agronomique des sols qui s'affiche également. Sur le plan de l'organisation urbaine de la commune, donc on a 2 villages, 2 entités principales et 7 hameaux. La présence d'un bâti isolé agricole, résidentiel ou d'activité, donc ça c'est la notion de bâti isolé, je vous le dis d'emblée, elle est de moins en moins bien perçue par l'État. Donc ils vont nous demander des efforts pour arrêter une dispersion de l'habitat. Un fort développement urbain des villages, un patrimoine local à préserver et à valoriser. On voit qu'on a un patrimoine assez intéressant sur la commune de Mons. Et un caractère architectural également qui va de pair, qui est assez bien présent, avec relativement peu de dégradation sur ce bâti. Là, vous avez les années de construction qui ont été matérialisées aussi. Alors, vous allez le voir un peu moins à la projection, mais l'idée, je vais essayer de pointer un peu. Donc l'idée, c'est de présenter les diverses strates de l'urbanisation, et c'est un phénomène qui est mis de plus en plus en évidence par l'État. Au plus près du foncier, on a les entités bâties les plus anciennes, et après l'urbanisation contemporaine, c'est les couleurs de plus en plus claires. Et évidemment, on voit
sur cette, enfin, on le voit mieux imprimé sur une feuille de papier, mais on arrive très bien à discerner que l'urbanisation contemporaine a beaucoup étalé le développement de l'artificialisation des sols. Donc ça, c'est une donnée importante sur laquelle on va revenir tout au long de l'exposé. Donc l'idée, c'est vraiment l'enjeu principal de préserver le cadre de vie rurale et d'organiser le développement urbain en gérant les diverses interactions entre les diverses entités bâties, donc les hameaux et les deux villages. C'est là où on parle de multiporalité. Multiporalité, plusieurs pôles bâtis. On a également été amené dans le cadre d'une analyse architecturale à évoquer les densités. Donc là, vous avez une idée plus précise de ce que je vous ai montré dans la précédente diapositive. C'est-à-dire, on a les densités exprimées entre Mons, le centre du village, donc plutôt à 25 logements hectares. Ensuite, l'habitat traditionnel isolé, un logement par hectare. Donc ça, c'est quelque chose que le législateur ne veut plus. Le tissu urbain récent organisé et dense, on est sur une densité de 20 logements à l'hectare. C'est Serre de Viradon notamment. Là, ça commence à être un peu plus dense, mais moins que dans le centre de Mons, on était à 25. Le tissu urbain récent organisé, on est sur la phare à 6 logements hectares, c'est assez faible également, c'est même très faible. Et le tissu urbain récent organisé, on est à 5 logements à l'hectare. On va rechercher dans le nouveau projet de PLU, de toute manière on n'a pas d'autre choix, une meilleure densité et se polariser sur les entités bâties préexistantes. On a également, donc je vous disais, le principe d'économie de la ressource agricole et naturelle qui impose cette réflexion, mais aussi la nécessité de rentabiliser les réseaux existants qui ont fait l'objet de financements importants de la part de la collectivité. Donc avant de chercher à développer de nouveaux quartiers, l'idée c'est vraiment de rentabiliser les réseaux qui ont été mis en place. Donc voilà, vous avez diverses typologies bâties avec des objectifs de préservation de ce patrimoine. Sur les déplacements et les stationnements, on a bien sûr la commune qui est traversée par la RD6, qui est vraiment un axe de circulation majeur, qui permet de rallier notamment Uzès, avec le principe de la loi Barnier. Alors la loi Barnier, elle est importante parce qu'elle instaure des reculs de l'urbanisation, en plus du schéma départemental routier qui en impose certains. Donc on a des principes de recul des habitations. On a quand même globalement de bonnes sécurités sur le réseau viaire, une offre de transport en commun et de transport à la demande qui est assez bien représentée, notamment le transport à la demande qui est disponible à l'échelle de l'agglomération, une ancienne voie ferrée reconvertie en voie dédiée au déplacement doux, et une offre en stationnement satisfaisante. Enfin, c'est ce qu'on a relevé. Peut-être que vous avez quelques problèmes particuliers dans certains quartiers, mais globalement, on a plutôt une vision positive de cette thématique de déplacement et stationnement. Par contre, en termes d'enjeux, le premier, ce serait vraiment d'assurer la sécurité sur et aux abords des axes de déplacement, favoriser les déplacements doux et la réduction des déplacements motorisés. Donc là aussi, c'est une thématique qui est de plus en plus dans l'air du temps et sur laquelle les personnes publiques associées sont vigilantes. La loi ALUR et le Grenelle de l'environnement, donc je vous disais, on a des principes vraiment en faveur de l'économie de la ressource espace. Et désormais, les PLU doivent, dans un premier temps, analyser la consommation des espaces naturels et forestiers sur les 10 dernières années. Et il en ressort que sur les 10 dernières années, donc entre 2007 et 2017, on a, puisque le diagnostic il avait été commencé l'année dernière, il a été rendu en fin d'année, je précise.
On a 0,82% des espaces agricoles et naturels de la commune qui ont été consommés. Donc on a quand même, alors c'est un chiffre relativement faible, mais ça représente quand même 26,2 hectares. Donc l'idée dans le cadre du prochain projet, c'est de réduire la consommation d'espaces naturels et agricoles de 50%. Donc pas plus de 13 hectares. Sachant que l'État, vous êtes encore relativement bien loti sur Mons, parce que l'État dans le Gard a une doctrine où, je synthétise, la commune a été relativement vertueuse en termes de consommation d'espace. On est sur les taux de limitation de 50%, mais s'il y a eu vraiment une consommation jugée excessive, on est sur des objectifs de réduction de 70%. Voire de 100% dans certaines communes, c'est assez rare, mais ça nous est arrivé, où on a été obligé on n'a pas eu d'autre choix que de densifier dans les poches bâties existantes, mais sans développement des zones constructives. Ce ne sera pas le cas sur Mons, mais c'est des cas de figure qui peuvent exister. Donc au niveau de la consommation d'espace, on a travaillé hameau par hameau et village par village. Donc, on voit que Mons a consommé 7,3 hectares, Célas 7,6, et ainsi de suite pour les hameaux. Donc le trio de tête, donc c'est Mons, Célas et Maréjol-les-Monts. Voilà. Donc par contre, on y reviendra, on a une petite subtilité, si on veut. La consommation d'espace et l'urbanisation qui sera dévolue dans le cadre du projet du PLU plutôt, il faudra la chercher à l'intérieur de l'enveloppe, à l'intérieur des zones urbanisées. Si on en trouve suffisamment à l'intérieur des zones urbanisées, on ne pourra pas ouvrir de nouveaux secteurs. Donc c'est ce que je vous disais avec la réduction qui a été opérée sur d'autres communes de l'ordre de 100%. Donc pour rechercher le potentiel de densification au sein des espaces urbanisés, on a été amené à faire un exercice qui a été validé par les personnes publiques associées en termes d'une réunion de travail. En fait, on ne raisonne plus en termes de PLU existants, excusez-moi, puisque vous êtes déjà en PLU. On ne raisonne plus en termes de zonage, mais on est amené à tracer une enveloppe, le dessiner autour des entités bâties, en s'accolant au plus près du bâti. Donc voilà ce qu'on avait, le principe de l'enveloppe urbaine. On considère qu'à l'intérieur de ces poches, on a des potentialités de réinvestissement, donc des potentialités de générer de nouveaux habitats sans aller à l'extérieur de l'enveloppe. Et donc l'exercice a été de chercher quel secteur pouvait être réinvesti à l'intérieur de ces enveloppes. On a évidemment tenu compte de la composante risque, avec notamment tout ce qui est relatif à l'aléa du glissement de terrain qui apparaît ici. Donc c'est sûr que les secteurs en aléa fort glissement de terrain ont été considérés comme non réinvestissables. Donc cela nous a amené à définir un potentiel en nombre d'habitations, donc habitations possibles au sein de l'enveloppe urbaine, ce qui représente pour Mons 170 habitations, pour Célas 190 et Maréjol-les-Bois 16 habitations. Voilà, donc vous avez tout l'ensemble des espaces libres qui ont été repérés. Donc elles apparaissent dans ces secteurs. Donc l'idée, voilà, c'est d'urbaniser en premier lieu dans les secteurs qui apparaissent en orangé. Non, là c'est les grands principes. Donc l'idée, c'est vraiment de lutter contre l'étalement urbain et d'économiser la ressource foncière, donc thématique qui apparaît
depuis le début de l'exposé. Au niveau de l'occupation du sol, on a un peu plus de 20% d'espaces naturels ou semi-naturels, 73% de milieux agricoles, donc ce n'est pas forcément des zones agricoles, mais c'est des lieux qui se prêtent à l'agriculture, et 6% de la commune qui est urbanisée. Et les surfaces urbanisées, elles apparaissent clairement en majorité discontinues, voire en bâti diffus. Le point positif, c'est qu'on n'a pas eu d'évolution significative de l'occupation des sols entre 2006 et 2012, d'après les données de l'ANREAL. Au niveau du paysage, donc, on a deux approches sur le paysage. La première, c'est l'Atlas des paysages, qui avait été mis en place par l'ANREAL, avec donc la commune qui est à cheval sur deux unités paysagères, la plaine urbanisée d'Alès et les garrigues du Montbouquet. Donc on le voit quand même quand on parcourt la commune, la perception des paysages n'est pas tout à fait la même. On a des paysages de qualité qui permettent de maintenir une transition entre Alès et le Montbouquet, et la présence d'un patrimoine naturel avec des monuments classés et un patrimoine assez intéressant. Mais on note quand même l'impact paysager de l'urbanisation. Donc on va retrouver les objectifs de préserver les garrigues de la pression foncière et de préservation vis-à-vis de la dissémination du bâti. Au niveau des inventaires environnementaux, on a deux espaces naturels sensibles du département, donc qui apparaissent sur les cartographies. Et on a également des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, donc des grandes entités environnementales à préserver. Donc c'est la SNIEF du plateau de Luçon et des massifs boisés, donc qui parcourt plusieurs communes. On a été également, par rapport à ces grands inventaires environnementaux qui sont au niveau de plusieurs communes, comme je vous disais, à faire un focus sur les principes de continuité écologique. Alors là aussi, c'est un apport du Grenelle de l'environnement, avec l'idée de définir des continuités écologiques en milieu terrestre, donc c'est une pièce obligatoire du PLU. On va parler de trame verte, donc circulation des espèces animales et végétales sur le territoire en milieu terrestre, et ensuite la trame bleue, qui concerne tout ce qui est cours d'eau et végétation inféodée aux cours d'eau et espèces animales également présentes. Donc on a deux volets, trame verte et trame bleue, et on est amené à regarder les dysfonctionnements écologiques qu'il pourrait y avoir, avec la présence évidemment de la route départementale qui fracture, qui est un élément fracturant, donc qui limite la circulation des espèces. Donc l'idée, une fois qu'on a recensé ces trames vertes et bleues, c'est dans le projet de PLU mettre en œuvre des leviers pour préserver et maintenir les continuités écologiques. Donc les outils, on en reparlera dans les principes de zonage, mais on va retrouver les espaces boisés classés pour maintenir ou créer les espaces boisés. Et puis vous avez de nouveaux outils pour maintenir les continuités écologiques qui existent dans le cadre des nouveaux PLU. La ressource en eau, je vous le disais, donc c'est également une thématique très importante, avec une commune qui est sur les bassins versants des Gardons et de la 16, une masse d'eau superficielle qui a un état écologique moyen et en bon état chimique, et des masses d'eau souterraines en bon état quantitatif et en bon état chimique. Donc vraiment l'enjeu c'est de préserver les ressources. Au niveau de l'eau potable, on a 3 ouvrages de prélèvement, un schéma directeur d'eau potable en cours de validation, donc ça c'est important, il devrait être
validé en même temps que le PLU, pour qu'on ait une cohérence entre le zonage du PLU et ce document, qui sera inclus, je vous parlais tout à l'heure en début d'exposé, des annexes sanitaires et des diverses annexes. Voilà, le schéma directeur d'eau potable sera intégré dans ces annexes. Donc l'idée, c'est de prendre en compte les capacités des ressources. Et l'eau également, c'est une ressource importante, évidemment, pour la défense incendie. Donc on a les deux aspects, aspect alimentation des populations et aspect défense incendie. Au niveau de l'assainissement, il est assuré par les agglomérations. On a 2 stations d'épuration conformes en performance et un équipement, une capacité totale de 2000 équivalents habitants. Et on a également un schéma directeur d'assainissement en cours. Pareil, même principe que pour l'eau potable, le document est intégré dans le PLU pour assurer la cohérence sur cette thématique. Au niveau des ressources minérales, on a eu la présence de nombreuses carrières sur le territoire. Aujourd'hui, on n'a aucune carrière en activité, mais on avait quand même 12 anciennes carrières qui ont été recensées. L'idée, c'est de préserver les potentiels en ressources minières et intégrer les anciennes carrières, enfin certaines, dans la réflexion d'aménagement. Les carrières, ce sont des sites qui peuvent être facilement revalorisés à destination de loisirs notamment. Au niveau de l'énergie, on a un secteur des transports qui représente plus de la moitié de la consommation en énergie, une faible consommation d'énergie par habitant, excepté pour les transports et l'agriculture, et des potentialités en énergie photovoltaïque notamment. Donc là aussi, on sera également attentif à favoriser les énergies renouvelables dans le cadre du projet du PLU, notamment dans l'intégration au sein des bâtiments existants et à venir, avec une approche qualitative. Au niveau de la qualité de l'air, on a également le secteur des transports qui prend une part importante dans les émissions des gaz à effet de serre. Mais les émissions de gaz à effet de serre par habitant inférieures à les agglomérations, au département et à la région. On a très peu d'émissions industrielles, c'est un bon point. Donc l'enjeu, c'est de maintenir et d'améliorer la qualité de l'air, de l'eau, du sol et des écosystèmes. Parmi les autres pollutions et nuisances, on n'a aucune nuisance majeure en dehors des nuisances auditives engendrées par le trafic routier et a fortiori par la RD6. On a la présence d'infrastructures électriques qui génèrent des champs électromagnétiques. Les déchets, pareillement, la collecte est assurée par Alessaglo. On a 9 sites et sols pollués recensés. Et une installation classée pour la protection de l'environnement, donc le terme c'est CPE, qui est soumise à autorisation Vinifrance sur la route d'Alès. C'est la seule CPE sur le territoire. Au niveau des risques, la commune est assez impactée. On a 14 arrêtés catastrophes naturelles, dont 9 concernent les inondations et les coulées de boue. On a un aléa inondation par crue et remontée de nappes et également ruissellement pluviaux. Vous avez un PPRI sur la commune qui a été approuvé en 2008. Et donc un risque prégnant qui est à prendre en compte dans les aménagements et avec l'objectif de limiter l'exposition au risque tant pour la population que pour les activités économiques. Au niveau du glissement de terrain, on a un risque, mouvement de terrain globalement moyen. Alors, des zones de sismicité relativement faibles, on est en zone 2. En revanche, les aléas de forêt de modéré à très fort. Et en termes de risque technologique, un risque minier et la traversée de la RD6 qui sont prégnants sur le territoire.
avec la mise en œuvre d'un plan communal de sauvegarde et l'absence de documents d'information communale sur les risques majeurs. On appelle ça le DICRIM. Donc le DICRIM, c'est un document qui synthétise les principaux risques sur la commune et qui a ensuite été mis à la disposition des habitants. Voilà, donc sur les enjeux, vous avez une synthèse qui a été faite avec, qui fait le tour d'un petit peu de tout ce que je vous ai présenté. Les plus importants, c'est la croissance démographique qui doit être maîtrisée et qui devra atteindre entre 2000 et 2100 habitants à la fin du PLU. L'enjeu également de maintenir l'équilibre générationnel avec des strates de population relativement équilibrées, de diversifier le parc de logement et évidemment de réduire d'au moins 50% la consommation foncière. Si on fait plus, l'État sera content. Mais voilà, après... Voilà, donc suite à ces enjeux qui sont vraiment un constat objectif du territoire, on va vous présenter maintenant le projet d'aménagement et de développement durable, donc qui est le projet politique de la commune, dont les axes et les enjeux majeurs ont été mis en place. Il sera affiné tout au long de l'élaboration du projet, suite aux divers échanges avec les personnes publiques associées, que nous avons rencontrés ce matin et qui étaient globalement d'accord avec ce projet. Donc le PADD, c'est vraiment l'ossature du PLU, le projet politique pour les 10 à 15 ans à venir. Et sur ce PADD, qui n'est pas au niveau de la parcelle, mais qui va vraiment identifier des pôles de développement, le zonage du PLU va devoir se calquer sur ces orientations de développement. Par exemple, si on développe une zone d'activité dans un secteur, qu'on identifie dans ce secteur sur le PADD, le zonage du PLU devra respecter la localisation géographique. Alors ce PADD, il a été bâti autour de 3 orientations. La première, c'est la préservation des principales composantes du cadre de vie monçois. La seconde, c'est un projet urbain centré sur les villages de Mons et de Célas, donc ceux qui sont identifiés comme les polarités principales, et un encadrement du devenir des autres espaces habités. Et la dernière orientation, c'est la poursuite du développement en rapport avec les nouveaux modes de vie. Donc sur le plan de la préservation des principales composantes du cadre de vie monçois, on va retrouver une première carte de synthèse avec les diverses entités de la commune et les espaces villageois confortés. La première ligne directrice va consister à préserver les perspectives et les points de vue paysagers en protégeant de toute urbanisation le cadre paysager et les cônes de vue remarquables, en préservant les richesses patrimoniales. Le second axe consiste à préserver l'environnement en préservant la biodiversité, donc en lien avec les trames vertes et bleues que je vous ai présentées, et en promouvant les démarches écologiques. Le projet urbain va être vraiment centré sur les villages de Mons et de Célas, et donc les autres espaces habités vont être plus cadrés. Donc le projet va s'inscrire dans la continuité des politiques locales en matière de logement, avec la diversification du parc de logement, la réduction de la consommation foncière en luttant contre l'étalement urbain, et en créant les conditions de la croissance démographique. Ensuite, vous avez un objectif de préservation des espaces agricoles et de maîtrise du développement urbain, en privilégiant la mobilisation des espaces libres, donc c'est les espaces de réinvestissement que je vous ai présentés tout à l'heure, et en favorisant la réhabilitation et la rénovation du bâti ancien. L'idée, c'est de maintenir la multiporalité villageoise, donc consacrer les diverses entités bâties, mais de préserver les coupures d'urbanisation entre les villages et les hameaux, et d'organiser ces espaces habités. À
financer les équipements aux besoins futurs, ça va passer par renforcer le pôle d'équipement de CELAS. L'idée également, ça va être de développer les services en milieu rural en rapport avec les nouveaux modes de vie. En soutenant l'économie de proximité, on a vu qu'on avait 3 commerces sur la commune, peut-être arriver à en faire installer d'autres. En s'inscrivant dans la continuité des politiques numériques départementales, vous avez également des projets à terme au début au niveau de l'agglo. Améliorer la mobilité des bons soins en améliorant l'offre en transport en commun, en soutenant les initiatives de covoiturage, pourquoi pas une aire ou plusieurs sur la commune de Mons, on n'a pas encore tranché, en confortant les déplacements doux. Donc vous allez avoir sur le PLU des principes de maillage en déplacement doux qui vont être mis en place. Ensuite, l'idée, ça va être de valoriser le potentiel communal au profit de l'activité touristique, en promouvant les hébergements touristiques et également en faisant la promotion du patrimoine local. Donc vous avez un schéma de principe, les activités à pérenniser, les opérations urbaines à terminer, un point de covoiturage au niveau du regroupement médical, des équipements à compléter, la voie verte, donc qui est vraiment à mettre en valeur, et l'idée ce serait d'avoir une ramification au niveau des divers déplacements doux. Et un point de rencontre à structurer autour de CELAS. Ensuite, on va passer par la nécessité de favoriser la qualité du lien social et la mixité intergénérationnelle, en créant des lieux de support du lien entre habitants, en créant des espaces publics qualitatifs, favoriser l'agriculture en filière courte, donc un lien avec les politiques qui sont mises en œuvre au niveau de la Chambre d'agriculture et de l'agglomération d'Alès, en encourageant la vente locale et en faisant valoir les divers labels sur le territoire, donc de type AOC notamment. Mettre en œuvre une coopération territoriale pour le développement de l'offre de soins, c'est également important pour les activités de service et pour le bien-être de la population, en créant un mouvement de professionnels de santé. Et vous avez donc la cartographie de synthèse qui sous-tend ensuite le futur zonage qui n'a pas encore été étudié, qui le sera dans les prochains mois. Donc les espaces villageois à conforter, les hameaux qui vont avoir un développement plus limité, la préservation des espaces agricoles, les plaines agricoles, les espaces naturels à préserver, les dynamiques économiques et sociales à affirmer, donc ces éléments-là, les principaux éléments patrimoniaux à valoriser. Donc on va retrouver l'oppidum et divers sites emblématiques de la commune, les axes de circulation douce. Voilà, je vous disais qu'il y aurait des ramifications. Et les principes de préservation des silhouettes urbaines, donc on va en retrouver un ici, peut-être qu'à la projection vous le voyez un peu moins. Voilà pour ce schéma de principe, donc qui est amené à évoluer, mais dont les principales lignes sont largement fixées. Voilà, donc les objectifs communaux, on en avait donc on va en parler. Voilà pour cet exposé, qui est la première réunion publique sur le PLU. Donc je vous disais, la seconde sera relative à la présentation des orientations d'aménagement et de programmation dans les secteurs qui feront l'objet d'un développement urbain plus cadré. Et ensuite des principes de zonage. Donc les principes de zonage, on va vous présenter les diverses zones qui auront été choisies. Mais on ne s'attachera pas à vous présenter le zonage à la parcelle individuellement. Pour ce faire, on vous proposera une permanence qui se fera par la suite,
où chacun pourra aller consulter les parcelles qui sont retenues, etc. Pour voilà, cadrer vraiment la prochaine réunion publique sur les principes et ensuite convier les habitants à une réunion plus individualisée. Ce sera une permanence, comme je vous dis. Voilà, donc si vous avez des questions, c'est avec plaisir. Oui, monsieur. Merci. Vous avez parlé des nuisances auditives tout à l'heure. Vous avez dit qu'il y avait comme nuisance auditive dans la commune, uniquement la RD6, si j'ai bien vu votre diagramme. Or, si vous venez à 14h dans la commune, vous entendrez des avions qui sont sur notre tête, des mirages ou je ne sais pas quoi. Hein. Ça, c'est une seconde nuisance auditive. Et il y a le troisième nuisance auditive, c'est le bout de piste de l'aérodrome Dodo, où de plus en plus on a d'avions qui atterrissent et qui décollent. La commune, moi, c'est dans un bout de piste. Et en plus, on a les parachutistes qui viennent, puisque d'eau, on fait une action pour pas qu'ils soient chez eux, et bien ils viennent de plus en plus au-dessus de chez nous. Alors ça ne concerne pas tellement Mons, Marujol, La Plaine, mais ça concerne plutôt le côté de la route de Bagnoles. Ça, c'est la première question. La deuxième question que j'ai à vous poser, la voie verte, la voie douce que vous appelez, c'est l'ancienne voie du chemin de fer, je pense. Ça veut dire que la rocade qui était prévue sur cette voie n'est plus d'actualité. Et le barreau qui allait avec aussi. Mais a priori, on n'a pas eu d'éléments de l'État par rapport à ce projet-là. On maintiendrait la voie verte et on valoriserait cette voie verte dans le cadre du projet communal. C'est une bonne idée. Hein. Ensuite, par contre, au niveau de... Là, je vous avais présenté les premiers enjeux au niveau de l'état initial de l'environnement. On intégrera ces données vis-à-vis des nuisances de l'aéroport sans souci. Voilà, puisque là, c'est un état des lieux donc, qui peut être retravaillé jusqu'à l'élaboration finale du projet. Voilà. Monsieur, je reviens sur le projet de route, là, la voie verte avec le barreau qui rejoint le métro, ça fait plus de 40 ans qu'on en entend parler, ça s'est jamais fait. À mon avis, il faudrait que ça soit fait. Parce que pour les maisons qui sont autour, je ne pas dire chaud. Les gens pensent qu'il va y avoir une route, ils veulent pas racheter. Mais c'est pas la voie verte, ça. Le micro, il y a prévu un barreau qui rejoindrait le petit rond-point qu'il y a au Nathalès. Là, il y a un périmètre d'étude qui est fait, mais qui ne met pas en place la voie ferrée. Non, c'est bien là. C'est quand même une voie structurante vis-à-vis du ZES. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il existe encore le périmètre d'études qui est là et qui, on va être obligé de le porter pour les salles, on n'a pas de bonne indication. Pourquoi on est obligé de le porter? Ah, mais parce que c'est parce qu'on vous les pose, c'est pas. Ah oui, c'est les classiques. C'est les papiers. C'est le conseil. Dans le périmètre d'études, en plus. Le conseil départemental. Par rapport à l'emplacement réservé, comme ils ne savent pas exactement l'emprise des futurs ouvrages, ils prennent un périmètre assez large. Il faut avancer quand même. Mais oui, mais pour l'instant, heureusement, on va dire, il ne se passe rien, donc voilà, mais le périmètre d'études est là. Je comprends votre souci de dire que les gens qui veulent vendre, ça peut les pénaliser. Ah oui. Et à côté de ça, on a une imposition de l'État et on n'est malheureusement pas décisionnaire. On n'est pas, la MOS n'est pas la seule, on n'est pas les seuls concernés, c'est quand même quelque chose, c'est un projet d'intérêt général. Bonjour, donc en termes de présentation de votre projet, vous parlez de développement durable, c'est très bien. Donc en termes d'assainissement, tout ce qui est traitement de l'eau et raccordement à l'égout, que prévoyez-vous de présenter avec ce PLU et quand? Alors là,
C'est des documents que l'on intègre nous, mais qui sont en cours d'élaboration par la SAGO. Donc, nous, on ne fait que le volet PLU, le volet urbain, mais tout ce qui concerne l'eau potable et l'assainissement, c'est des documents autonomes qui ensuite sont intégrés dans le projet. Mais c'est clair que les principes vont être le raccordement, favoriser l'assainissement collectif et modernisation des réseaux d'eau potable en lien avec les nouvelles zones qui vont être construites. Si vous voulez, nous, dans le cadre du projet, on détermine les secteurs prioritaires d'urbanisation et ensuite les schémas d'eau potable et d'assainissement viennent s'articuler par rapport aux zones de construction. Donc il y a des échanges entre les divers bureaux d'études qui travaillent, le bureau d'études PLU et les bureaux d'études techniques sur l'assainissement et l'eau potable. Et ensuite les choix finaux, là je vous avoue que pour vous répondre précisément, je suis un peu court, quoi. Ça dépend des choix qui sont faits dans le cadre du PLU. Donc si je vous comprends bien, vous allez donner la priorité aux nouveaux logements plutôt qu'aux logements existants. Non, ça va être le plus possible de réhabilitation et d'optimisation des secteurs non urbanisés au sein des tissus occupés, mais ça ne va pas être forcément les nouveaux logements à tout. Hein. On a des quotas à respecter en termes de production de logements, etc. Et comment se positionne le PLU que vous allez présenter par rapport aux normes européennes justement d'assainissement de l'eau? Ah mais ça sera complètement intégré, hein, puisque c'est une obligation. C'est une obligation, mais au titre des schémas de potable et d'assainissement, qui en plus sont menés par la SAGO, avec toutes les instances qui sont associées dans ce cadre-là aussi. Donc on est vraiment dans le respect de ces normes. Vous parlez que de nouveaux habitants, tout ça. Moi, bon, ma mère, c'est nous, nous habitons avec ma soeur. On a des terrains le long de la route de Bagnoles et on ne peut pas ni vendre ni construire. Pour quelle raison? Je pense qu'il s'agit de l'emprise de la loi Barnier, des 75 mètres. Les maisons pour construire, elles ne seront pas au bord de la route. Elles seront carrément au fond. Oui, mais la limite, c'est 75 mètres, et malheureusement, votre terrain, parce que je pense le connaître, il y a juste le petit triangle qui est en dehors des 75 mètres ne permet pas de construire la maison. Parce qu'on a regardé, je connais votre plan. Il y a une pinette derrière quand même. Oui, mais... Et il y a encore des terrains derrière. Alors les terrains derrière, ils ne sont pas partis de l'agrandissement de la route. Hein. On pourra le regarder en détail si vous voulez, mais moi, pour la question qui m'a été posée sur un de vos terrains, quand on l'a mis, quand on l'a contrôlé avec le cadastre, il y avait une très petite partie qui était en dehors des 75 mètres, parce que la bande de 75 mètres est très large. Voilà. Mais effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, si vous avez d'autres éléments, on vous répondra plus en détail. Il y a tout le terrain, c'est grand, on peut y faire 4 maisons sur le terrain. Et il y en a encore un derrière. Bon, encore une fois, on a 75 mètres de recul, ces 75 mètres sont incompressibles tant que la route de Bagnoles. Alors, ces fonctions, il y a un plan sur lequel vous avez sur les plans du cadre du PLU, de votre ancien PLU, vous avez des délimitation précises de cette demande de 75 mètres. Alors, vous ne me demandez pas comment ça marche, mais c'est vrai qu'il y a des ordres de 75 mètres, d'autres qui ne le sont pas, mais c'est encore une fois tenu qui est le recul. En fait, ces 75 mètres, on est tenu de les respecter dans le cadre du PLU. On n'a pas le choix de les réduire. J'allais dire, si un jour la route venait à être déclassée, ça pourrait être remis. Ça voudrait dire que la déviation se ferait, donc ce qui arrangerait les uns dérangerait les autres.
photovoltaïque sur la zone de la Rouvirette, secteur entre le Mas des Maçons, etc. Est-ce qu'il va être intégré dans le PLU de 16 hectares, les panneaux photovoltaïques? On va vous répondre, monsieur Bastide. On a évoqué ce matin, parce qu'on avait une réunion de travail, dont le projet qui a été présenté par une société, je n'ai plus le nom en tête, mais apparemment a été lancé sans regarder les contraintes de notre territoire. Et effectivement, une partie, si vous l'avez bien regardé, se situe dans ce que l'on vient d'évoquer, c'est-à-dire dans le périmètre d'études dans lequel il est impossible de faire quoi que ce soit. Et donc on a décidé ce matin de ne pas l'intégrer, puisqu'il n'était pas, en plus son positionnement n'était pas extraordinaire, parce qu'il était au mieux au-dessus de tout le monde, et en général ce genre de choses. Et le pire, ce qui ne nous arrangerait pas, c'est qu'il faut savoir que lorsqu'on fait un plateau photovoltaïque, on est en train de dire qu'on va réduire les surfaces à bâtir, et ça vient en déduction des surfaces à bâtir que va nous autoriser l'État. Alors, je peux quand même vous répondre assez précisément, le projet, à votre avis, ne verra pas le jour. Voilà. Vous parlez de préservation des surfaces agricoles, de l'activité agricole. Entendu, si nous-mêmes on a une activité agricole, est-ce qu'il faut venir le mentionner pour qu'on soit pris en compte par rapport justement à ces futures zones constructives qui peuvent intervenir autour de notre activité agricole? Alors, ce que vous avez intérêt à mentionner, c'est oui, vos projets. Mais dès maintenant, vous pouvez le faire, envoyer un courrier à la mairie, expliquer vos projets, que ce soit intégré. De manière, en tant qu'agriculteur, on pourrait faire certains aménagements. On aura peut-être, et dans le cadre certainement, mais ça on n'a pas tranché avec les élus, mais vous avez la possibilité dans un PLU de mettre en place des zones agricoles protégées. Alors c'est une zone agricole stricte, donc pour des objectifs de préservation du paysage que j'ai évoqués dans le PLD, et de préservation aussi de la qualité agronomique des sols, on met en place une zone agricole dans laquelle on ne peut pas faire d'infrastructure d'exploitation et de siège d'exploitation. Donc ça c'est un outil à utiliser avec parcimonie pour pas nuire à l'activité agricole, mais voilà le risque que ça peut être. Vous avez parlé d'un axe majeur, la D6 et la D6, à l'Espagnol, mais par contre il y en a une autre aussi qui traverse la commune, qui jouait justement les deux villages majeurs, c'est la Emos, avec au départ l'école. Donc j'aimerais savoir si c'est prévu dans le PLU des travaux de réduction de vitesse, parce que la RD 131 est très... il y a beaucoup de gens qui passent et elle est très dangereuse, surtout aux abords de l'école et aussi sur la sortie Mons-Bruges. On remarque que dans le village, ils ont des ralentisseurs, mais de double caméra. Oui, alors dans le PLU, c'est pas un levé d'action du PLU, on peut en dire quelques mots dans le PLD, dans le sens politique du projet. Et ensuite, ça relève plutôt de la municipalité et des actions municipales. Il faudrait qu'ils fassent aussi à Mons aussi. On parle toujours de Célas, mais il y a quand même le village de Mons. Moi, ça fait des années qu'on commence à se battre. Bon, on n'est pas de plus des sauvages, mais qu'on demande la mise en sécurité. Dans le village, il n'y a pas un seul passage piéton. Oui, c'est vrai ça. Il y a des gamins qui font des vélos. On va mettre des vélos dans des endroits où il y a des gamins, je suis d'accord, c'est des chemins. Mais quand même, à la traversée du village, venez à côté de chez moi, vous allez voir comment ça roule. Après, on en parlera, mettez la sécurité dans tout le village. Je vais répondre à Alain Goulon concernant l'entrée de Célas, parce que là il y a quand même des dossiers qui sont en cours. Comme tu veux, au conseil municipal, tu le sais. Il y a un projet de mise en sécurité de l'entrée de Célas qui a été monté, qui a été chiffré, pour lequel on a demandé des subventions. Bon, aujourd'hui, les finances des communes sont telles que
on n'a pas forcément les moyens de nos ambitions. Donc j'ai un rendez-vous à la fin du mois de mai avec M. Bousquet du comité territorial pour revoir un petit peu le projet à la baisse, enfin voir si, parce que malheureusement ça ne dépend pas de nous puisque c'est eux qui décident, qui donnent leur accord ou non sur les travaux que l'on veut réaliser. Donc je crois que le 24 ou le 25 mai j'ai rendez-vous avec lui pour revoir le dossier et puis essayer de faire quelque chose parce que ça reste quand même une priorité au niveau de l'école et tout. Après, bon, il y a des traçages de passages cloutés et tout, ça ne paraît pas insurmontable. Mais l'entrée de Célas, c'est quelque chose qui devrait se faire, dans quelques mois. Voilà. Et Greuze? Mais bon, c'est pareil, on avait fait un projet au niveau du... Oui. Ça fait des années que vous avez fait le projet. Et aujourd'hui, ça fait des années qu'on nous dit on va mettre les choses en place, il n'y a rien qui a été mis en place. Donc les subventions, je pense que vous avez dû les toucher. Non, les subventions, monsieur, je suis désolé, mais les subventions ne les touchent que pour autant qu'on fasse les travaux. Donc il faut arrêter. C'est pas ça, c'est qu'il y a quand même un arrêt de car où il y a 15 gamins. À un moment donné du cimetière, les gens freinent que quand ils sont arrivés au virage. Il y a une quinzaine de gamins, le jour où il va y avoir un arrivé d'accident, on va dire ah, si on avait su. Si on avait su, ça sera trop tard. Bon, de ce côté-là, c'est vrai qu'on avait aussi regardé avec le département une solution pour mettre en sécurité l'entrée du village, mais c'est très... Enfin, les contraintes que nous impose la DDTM sont très contraignantes, mais dans la mesure, effectivement, vous nous le rappelez aujourd'hui, on va en parler à la réunion de fin de mois avec M. Bousquet, et on vous tiendra informé. Voilà. C'est la même chose sur la RD6 de la rond-point de la pharmacie vers Alès. On est à 90. C'est une zone où il y a quand même un certain nombre d'habitations jusqu'au rond-point de Crespo. Est-ce qu'on peut mettre 70 km/h? Est-ce qu'on peut demander à la ville de mettre 70 km/h? Je peux, monsieur Claudon, je peux répondre, je ne sais pas qui pose la question, mais sachez que monsieur Bousquet de la DDTM a été interpellé nombre de fois, on pourra encore l'interpeller, mais aujourd'hui la politique de l'État sur la RD6, c'est de considérer qu'ils n'ont plus le droit de ralentir les véhicules, c'est-à-dire que le trajet Bagnoles-Alès ne doit pas être ralenti, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais accédé à notre demande, même si ça fait des années, là aussi, qu'on le demande, mais leurs directives font qu'ils ne peuvent pas baisser la vitesse. Même si on a pu leur dire que dans certains villages, quand on va à Bagnoles, on se rend compte qu'il y a des vitesses qui ont été baissées, mais ça a été fait avant, et maintenant, ils se refusent à mettre des limitations de vitesse de façon à ne pas retarder les poids lourds et tout ça. Enfin, et ça, c'est une demande qui a été faite, on a écrit, enfin, il y a eu des demandes faites, mais ça a été chaque fois une fête de non-recevoir. Oui, début juillet, ça passera à 80, on avait dit 10 km/h, mais c'est pas la mairie qui aura fait quelque chose. Les radars, ils s'avaient de temps en temps, mais pas assez. Je pense que c'est un axe de trafic doux, qui a été dit tout à l'heure. Je parle du chemin des Cyprès, où je réside, où il y a de plus en plus de passages, parce que c'est vrai, c'est un axe qui réduit les passages entre la route de Bagnoles et le village de Mons, et où il y a de plus en plus de passages, parce que c'est construit énormément. C'est une route qui est en pente, donc les gens vont à une vitesse absolument folle, et on a déjà vu une voiture dans le mur, mais qui a pu redémarrer, et c'est de pire en pire. Et ça, je l'ai déjà signalé. Tout le quartier le dit, on a écrit, voilà, on n'a pas de réponse. Je vais vous répondre. Puisqu'on a fait le problème que vous avez, personnel que vous avez sur cette voie, on l'a eu au chemin des Côtes, on l'a eu au chemin des Gours. Donc on a fait ce qu'on appelle nous des ouvrages hydrauliques, qui permettent effectivement de casser la vitesse, parce que là les gens n'ont pas le choix. Non, ils sont en creux, ils ne sont pas en mosse. Donc c'est très efficace.
Alors effectivement, c'est quelque chose qui n'a pas un coût extraordinaire que l'on peut mettre en œuvre, hein, puisqu'on vient de le faire sur deux mois. Donc, je suis M. Gilio, et on regardera, on viendra la commission travaux urbanisme va passer dans les quartiers pour le débroussaillement. On en profitera pour regarder et éventuellement on tiendra informé. D'autres questions? Tout le monde se plaît. Il y a de la circulation. C'est vrai que les gens vont peut-être un peu vite. Mais actuellement, il n'y a que 1000 habitants sur la commune de Mons. Alors imaginez qu'il y en aura 2000. Il y aura beaucoup plus de circulation. C'est un constat, simplement. Oui, mais rien n'interdit les gens d'avoir un minimum de correction et de respecter la réglementation. Ça, qu'il y a les 1500 ou 2000, c'est les 500 qui vont arriver, sont peut-être pas pires que les 1500 premiers. Si on respectait la réglementation, déjà dans les hameaux et partout, et si on a été obligé de faire des ouvrages hydrauliques dans certaines zones, c'est parce que les gens ne respectent pas la réglementation. Donc c'est quand même dommage de faire les gendarmes, mais c'est comme ça. Oui, bonsoir. Vous avez été présenté du fonds cible, donc la question que je me pose, moi, c'est où est-ce qu'on va pouvoir le consulter rapidement, d'ailleurs que sur cet écran, on ne le voit rien ici. Le document, on le transmettra à la mairie. Et on le mettra, il va être en ligne sur le site de la commune, comme on le fait depuis le début, enfin, comme on le fait. Voilà. Et un exemplaire papier, certainement, à l'accueil, hein, puisque tous les documents qui sont publics sont disponibles à l'accueil de la mairie. Quel délai la semaine prochaine, on peut le faire passer. La semaine d'après, s'il vous plaît. Sur le site de la déjà tous les renseignements, enfin déjà pour les gens qui sont là, allés sur le site de la commune, le débroussaillement, vous avez ce qu'il faut, parce que bon, je vous ai fait un résumé tout à l'heure, mais c'est un document qui fait 60 pages, qui est compliqué, qui est contraignant, et puis qui malheureusement va faire l'objet de contrôle. Voilà. Pas de la mairie, quand la mairie va passer dans les hameaux, c'est pour voir un petit peu, essayer de voir les endroits qui sont litigieux, et presque informer les gens pour leur dire attention, il y a ça ou ça. Et on n'a pas de carnet à souche, on n'est pas là pour mettre des procès-verbaux, c'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de vous éviter d'être approché par quelqu'un parce que vous serez dans l'illégalité. Voilà, c'est dans ce sens qu'on essaie de passer un maximum d'informations à travers tous les supports que l'on a. Voilà. Plus un courrier que l'on distribuer certainement la semaine prochaine, la semaine d'après, qui va vous faire voir que c'est vraiment le préfet qui impose ce genre de choses pour la sécurité des biens et des personnes. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions. J'habite au cerf du Viradel, c'est-à-dire qu'apparemment on a des constructions, on risque d'avoir une petite incendie. Alors à partir de quel moment il va être passé pour nous conseiller de ce qu'il faut faire pour sécuriser nos maisons? Allez-y, recommencez. J'habite au cerf du Viradel, oui. Et après, on est plusieurs concernés, c'est pour ça que nous sommes là. On va avoir des explications concernant les débroussaillements qui nous est obligatoires sur les 50 mètres des maisons. Et qui est-ce qui doit le faire et qui est-ce qui doit payer? Comment ça doit se passer? Mais je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est le propriétaire du terrain qui est en charge du débroussaillement. Si vous avez une maison, le débroussaillement est obligatoire jusqu'à 50 mètres de chaque mur de votre maison. Et si le débroussaillement franchit votre clôture, en théorie, il faut voir votre voisin et c'est à vous de le faire. Vous viendrez voir les textes, mais c'est très mal fait. C'est très mal fait, il y a des contraintes particulières, mais c'est au propriétaire de la maison à faire un débroussaillement. Voilà. Alors encore une fois, là, ces documents-là sont disponibles, excusez-moi, les documents sont déjà disponibles en mairie. Donc il n'y a aucun problème, sur le site et en mairie. Et vous avez une vidéo qui est très bien faite sur le site et qui explique quelque chose et qui est un peu une geste quand on
petite question, c'est donc au propriétaire d'aller débroussailler chez le voisin. Oui, mais c'est pour ça, voilà, je vous ai bien dit qu'il fallait regarder la procédure parce qu'il faut demander l'autorisation du propriétaire. Si vous la donne, vous avez le droit de le faire. Si vous la refusez, il faudra venir voir la mairie. Après, ça va devenir bien compliqué. C'est pour ça que c'est. Malheureusement, les textes sont ceux qui sont, mais c'est pas évident à appliquer. S'il refuse. Mais s'il refuse, après c'est la mairie qui devra prendre le relais. Concernant le débroussaillement, le PLU demandait que les zones constructibles soient débroussaillées. Est-ce que, du moment que c'est en train de changer, que certaines zones constructibles ne sont peut-être plus, il y a toujours une obligation à débroussailler les zones constructibles? Par définition, si la zone est constructible, il faut la débroussailler. Maintenant, si le classement est dans le nouveau plus change, automatiquement la réglementation changera. Non. Ça veut dire qu'il faudrait débroussailler à aujourd'hui des zones qui ne seront pas constructibles demain. Oui, mais il faut qu'il y ait une habitation pour le débroussaillement. Le débroussaillement, normalement, tient compte d'une habitation. Le point de départ du débroussaillement, c'est l'existence d'une habitation et de dégager 50 mètres autour de l'habitation. Si le terrain est constructible et s'il n'y a rien dessus, il y a affaire. Pour moi, il n'y a pas, aujourd'hui, avec ce que j'ai lu, il n'y a pas obligation de débroussailler le terrain. C'est dans le règlement actuel du PLU. Oui, mais voilà, donc si on n'en tient pas compte, on n'en tient pas compte. Mais si c'est dans le règlement du plus, je pense qu'il faut s'y conformer. Enfin, il faut le faire. Et aussi dans le nouveau PLU, on se référera aux nouvelles normes en termes de débroussaillement. Je vais répondre à monsieur, je pense que s'il pose la question, c'est pour un terrain qui ne lui appartient pas. C'est ça. Voilà, donc si effectivement vous avez ce genre de problème, vous pouvez écrire à la mairie, on fera une vérification du plus et on peut quand même écrire à la personne qui est propriétaire du terrain. Ça vous arrive. Non, c'est moi le propriétaire. Ah bon, d'accord, c'est pas pour. Ça pourrait être un voisin qui laisse votre terrain, ça arrive aussi. Par contre, moi j'ai un terrain à l'Arc du Portal, donc là pas loin d'ici. Pour le débroussailler, ça va être difficile, parce qu'il faut emporter des détritus, vu que le chemin de l'impasse de l'Arc n'existe plus sur les 30 derniers mètres et ne permet pas d'accéder à mon terrain, vu que c'est le seul accès légal à ce terrain. Donc moi j'avais alerté monsieur le maire il y a déjà 15 ans à ce sujet, je lui avais donné un moyen pour lui recommander, lui demandant d'ouvrir le chemin de l'impasse du Portal pour pouvoir débroussailler ce terrain. Par courrier recommandé, je n'ai jamais eu de réponse. Ça date de 10 ans, mais bon, puisque c'est l'actualité, je voulais en rendre donc à la municipalité d'ouvrir le chemin de l'impasse de l'Arc du Portal. Enfin, ce que je peux vous proposer, je vais le noter, on passera voir avec la commission Joseph Gignot et on vous donnera une réponse. Vous êtes monsieur, pardon? Oui, en fin d'année, tout à fait. Avec la permanence. Alors, je vais revenir sur les étapes un petit peu. On va vous donner peut-être un peu le calendrier. Voilà, c'est ça. On va vous donner ça. Donc, on va mettre en place les orientations d'aménagement et de programmation et le zonage dans les prochains mois. Ce qui permettra de faire une réunion avec les personnes publiques associées
à l'automne, avec une prochaine réunion publique d'ici la fin de l'année, et on espère aussi arrêter le PLU en fin d'année également. Donc il faut compter peut-être en novembre la réunion publique et l'arrêt du PLU en décembre. Donc comme je vous disais, quand le PLU est arrêté, c'est là où les 6 mois que je vous ai présentés tout à l'heure, donc on aurait un PLU approuvé courant 2019. Si tout va bien, après on a les délais que peuvent nous imposer les PPA s'ils ne sont pas d'accord avec certaines orientations, nous demander de revoir une petite copie. Mais l'idée c'est d'arriver à avoir un PLU arrêté en fin d'année et un PLU approuvé courant 2019. Actuellement, il y a des terrains qui ont été constructifs dans le dernier PLU et qui peuvent devenir non constructifs dans ce nouveau PLU. Ah oui, complètement. C'est le nouveau PLU. Il y a des tas de maisons qui sont construites, et puis il y a toujours une sceptique. Il y a un jour où il va y avoir un système d'assainissement, on va encore laisser Alors les maisons sous fosse synthétique, c'est de plus en plus, voilà, on va dire c'est de moins en moins toléré, il y a vraiment des exceptions. Après, Monsieur le Président, les fosses septiques, c'est de moins en moins toléré. Il faut savoir aussi qu'au niveau des études de sol, il y a aujourd'hui pas mal de dossiers qui sont bloqués parce que les fosses septiques ne sont pas utilisables sur certains sols. Voilà. Parce qu'on a beaucoup d'argile sur la commune et on a quelques dossiers qui ont été bloqués par le SPAN parce que malheureusement la fosse septique n'est pas la solution. alors mais c'est exactement ça. Tout à l'heure quand je vous parlais du schéma directeur d'assainissement, c'est ce schéma-là qui fait un diagnostic des réseaux existants, qui relève les dysfonctionnements, et en fonction des dysfonctionnements, un chiffrage est effectué. Dysfonctionnement, impact environnemental aussi. Donc un chiffrage est effectué et le schéma directeur d'assainissement, ensuite il fait un bilan des coûts et des opérations prioritaires à mettre en œuvre. Donc ça dépendra du schéma directeur d'assainissement. Ils peuvent très bien dire ce quartier est prioritaire parce que il y a suffisamment qui ont accueilli l'impact sur l'environnement est fort, le mettre en travaux prioritaires, ou de dire ce quartier il y a finalement assez peu de maisons, c'est plus rentable de jouer l'urbanisation à venir plutôt que de développer. C'est dans le cas du schéma que les dysfonctionnements sont relevés. Je veux savoir si dans le plus, il est prévu une largeur pour les bois. Parce que dans mon quartier, il y a des. C'était 3 par endroit c'est large, comme il va se faire notre maison, je veux quand même savoir comment ça va se passer. Oui, c'est typiquement le genre d'éléments que l'on met dans la loi. Donc on définit de l'argent minimal des voiries, qui est ensuite tenu d'être respecté dans les nouvelles opérations. En principe, norme c'est 4 mètres.